Il est passé au investissement de la c'est un problème de gouvernance. Et c'est un problème de gouvernance. Et de faire. Patrick Daniel, enchanté. Enchanté. Merci. Soyez les bienvenus à Tunis. J'espère que vous reviendrez souvent. Absolument. Dans le cadre de l'employabilité, de l'enseignement supérieur, de la formation du contenu même avec les entreprises, on a beaucoup à faire. Oui. On en discutait il y a une demi-heure
à l'ambassade suisse, Oui, dans le marché plutôt professionnel, oui. qui est présent, qu'est-ce qui intéresse, etc. Et manifestement, il y a encore beaucoup d'opportunités. Beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de Sur le choses plan à faire. économique, Justement, vous savez, on a besoin d'un changement total dans la perception de l'enseignement supérieur ou de la formation continue. Malheureusement, jusqu'à présent, dans les universités publiques, je parle tunisienne, on donne beaucoup de savoir. Oui. Mais il manque le savoir-faire Oui. et le savoir-être. Et c'est très important. الانستيتيوت سوبيريور ليزاريتي Les campus خاطر انا نحب الكونكور كي شفت تعقدت بوش اي حتى انا عقلتك مثلا نعرف بعض نعم. الكونكورس ما قلتش Si c'est pas un ascenseur suisse, il marche pas aussi bien. On va voir. C'est pas Je suis ravie de vous voir. On a un groupe d'enseignement privé, on a une école maternelle, primaire, Vous et commencez lycée. du bas en haut, n'est-ce pas? De 3 ans jusqu'au bac. C'est ce qu'il faut. Dans On ces disait l'agriculture. universités. Construire une maison, c'est plus sûr que de commencer avec le toit. Hein. Les fondations doivent être solides, justement. Et on prépare au bac français. Ok. Alors là, et Ah, vous préparez au bac français. et justement, on a les programmes français qu'on enseigne, primaire et secondaire, et on prépare au bac français. On a 80% de réussite au bac. Ça va? Alhamdoulilah. Non, je suis comme ça. C'est des scores plus qu'honorables. Justement, tant mieux. On fait du beau travail aussi. On invite, chaque année, cette année, on a recruté 16 enseignants permanents venus de France. Tout le primaire, tout le staff, le directeur et les enseignants, tous venaient de France. Et pour le lycée aussi, on a recruté un bon staff provenant de France, en tant qu'enseignant permanent. Et alors maintenant, vous diversifiez, vous avez visé le créneau suisse. Voilà, Ou en tout justement. cas, je le vois. Ça me fait plaisir et honneur d'avoir un partenaire suisse. C'est bien. Et, la Suisse est connue, c'est un grand pays, c'est connu sur le plan international pour son sérieux, pour surtout sur le plan finance et banque et tout ça. On peut faire de belles choses. On peut faire de belles choses. On peut faire. Vous savez, il faut trouver des partenaires étrangers, connaître les autres. C'est enrichissant. C'est enrichissant. Excusez-moi. C'est enrichissant aussi bien pour nous que pour nos étudiants. Et on veut préparer nos étudiants à l'international. Qu'ils fassent des stages à l'étranger, qu'ils apprennent énormément de choses, qu'ils soient mobiles, qu'ils apprennent à compter sur eux-mêmes, qu'ils travaillent. Voilà ce qu'on veut. C'est surtout pour ça. Surtout dans les commentaires faits par les agences de notation, le système bancaire ici a besoin d'une réforme profonde, donc il faut former les gens qui connaissent la finance. Et le secteur bancaire tunisien est
fragile. Il a besoin d'une profonde réforme. Donc, avoir des Tunisiens formés dans la finance qui puissent aussi contribuer à cette transformation, c'est très important. Justement. Et tous les secteurs financiers sont en restructuration, et je peux vous dire en Suisse aussi. Hein. Parce qu'on a eu quelques petits accidents de parcours, n'est-ce pas? Ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour. Ministère de... Bonjour madame. Bonjour Excellence. Bonjour. Bonjour. Nous sommes vraiment ravis de voir ce projet prendre forme entre une institution aussi connue qu'Avicenne, qui est une institution privée, et bien sûr la Suisse, qui est un pays avec qui nous avons beaucoup de coopération et de longue date. Et c'est vraiment très très positif de voir le privé prendre ces initiatives avec des pays avec qui nous avons de longue coopération, et nous espérons que ce genre de projet se multiplie, parce que, pour vous dire, l'enseignement supérieur est une lourde tâche pour n'importe quel pays, et surtout aujourd'hui en Tunisie. Et il est nécessaire, si ce n'est pas vital, que le privé fasse preuve de compétences comme il l'a toujours fait, et développe ce secteur en partenariat avec le secteur national. C'est important. Et en espérant que ça va avoir des effets sur le plan économique aussi, renforcer les rapports économiques, surtout économiques avec la Suisse, ça nous intéresse beaucoup. Je crois que là, on a des éléments importants qui se dessinent. À deux exceptions près, ces deux instituts, les deux instituts fédéraux qui sont les écoles polytechniques, qui elles sont uniquement du ressort fédéral. Donc en Suisse, on a déjà une répartition des tâches assez particulière, puisque on n'a pas de ministère de l'Éducation nationale. Par contre, on a 26 ministères de l'éducation dans les cantons. D'abord parce que le fait qu'on ait un pays fédéraliste, le côté plurilingue évidemment, avec 4 langues nationales, dont 3 langues sont officielles, tout ça, ça rend la gestion complexe. Et chez nous, tout se gère, le politique comme l'économique se gère de bas en haut. C'est donc un modèle qui est, je dirais, presque à l'opposé de ce qui se passe au Tunisie, qui a toujours été géré de haut en bas de façon très verticale. Donc c'est intéressant de comparer aussi les modes de fonctionnement, de voir qui peut s'inspirer de quoi. Quand on dit toujours que la Suisse pourrait aider à la décentralisation, je dis non, parce que la Suisse ne sait pas ce que c'est la centralisation. On peut aider à la décentralisation. Par contre, voir comment nous gérons un petit pays de cette manière-là, c'est très intéressant. Ensuite, il y a donc le côté gouvernemental ou gouvernementaux, puisqu'il s'agit ici de gouvernements cantonaux. Et puis, il y a les partenariats publics-privés. Alors, il y a deux types. Il y a les institutions purement privées, comme ESIS, par exemple, qui est une institution privée. Mais les institutions publiques cherchent des partenariats publics-privés également. Par exemple, les PFL à Lausanne cherchent de plus en plus de partenariats avec l'entreprise. Parce qu'au niveau de l'éducation supérieure en particulier, c'est l'insertion, la recherche, l'entreprise, etc. qui est importante. On ne forme pas des gens comme ça pour qu'après on ait des chômeurs, n'est-ce pas? C'est un souci très important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément clé. Bon, là, il y a encore d'autres éléments. On a un système à 2 piliers en Suisse, par ça, donc l'éducation de type universitaire, qui est minoritaire, et l'éducation de type professionnel, qui est majoritaire. Donc ça, c'est ces filières comme on trouve en Allemagne, en Autriche aussi, qui sont aussi, je crois, des éléments importants pour la Tunisie, de voir comment améliorer ces modèles, comment les rendre plus performants, non seulement améliorer l'enseignement au niveau universitaire, mais également trouver les autres filières et encourager les autres filières. Ça, c'est très important. Et au plan économique, ça explique, je pense, dans une large mesure pourquoi un pays comme la Suisse a un taux de chômage très bas. C'est parce que dans les filières professionnelles, on apprend dans l'entreprise. Et après, on se spécialise et on s'améliore dans l'entreprise. Vous faites des formations par alternance? Alors, c'est-à-dire que vous entrez par exemple dans l'apprentissage à 16 ans, 17 ans, peu importe, et vous êtes formé dans l'entreprise. Et à côté de ça, vous avez une formation professionnelle. Donc
c'est pas une formation professionnelle comme ça. Et puis bon, après de place. Donc l'entreprise a un intérêt à cette formation professionnelle. Et c'est ça qui marche aussi. J'aimerais bien rajouter un petit élément à ce que vous venez de dire, votre Excellence. Je pense que c'est une expérience qui est de plus en plus utile aujourd'hui en Tunisie. On aimerait bien avoir une idée sur cette expérience tellement réussie, et surtout au niveau de l'enseignement généralement, de l'éducation généralement, et en particulier de l'enseignement supérieur, parce que les institutions de l'enseignement supérieur sont des moteurs de développement dans leur localité. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore intégré en Tunisie. Et je pense qu'après le 14 janvier, c'est un grand chantier qui n'est pas facile, mais je pense que c'est fondamental d'aller dans ce sens-là et de redéfinir quelque part les missions des institutions universitaires, leur relation avec le ministère, donc moins de couplage quelque part, plus d'autonomie et surtout s'adresser aux problèmes locaux de développement socio-économique. Donc je pense que la Suisse, l'Allemagne aussi et d'autres pays ont cette expérience et on aimerait bien apprendre des bonnes pratiques pour pouvoir s'en inspirer et adapter certaines pratiques. Concernant la formation au niveau tertiaire, et ce point fondamental que vous avez évoqué, en particulier un nombre, disons, limité d'étudiants au niveau du supérieur dans les universités, donc l'élite, et un nombre quand même conséquent concernant la formation professionnelle. Je pense que cette bifurcation est fondamentale. Et elle est très très importante et c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre surtout aux besoins du tissu économique et en particulier les PME. Cependant, il y a un point que j'aimerais rajouter ici, c'est que bien que c'est un chemin qu'il faut poursuivre, mais n'oublions pas que en Suisse, le taux d'absorption de l'industrie suisse, vu la dynamique de cette industrie, lui permet d'absorber les diplômés, que ce soit les diplômés de l'EPFL, c'est-à-dire des grandes institutions universitaires suisses, ou bien de la formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est le talent d'Achille de la Tunisie. C'est que ce tissu, cette structure industrielle est incapable d'absorber et qu'on n'a pas fait pendant les 20, si ce n'est pas beaucoup plus, années, on n'a pas fait la restructuration adéquate de l'industrie tunisienne pour la mettre en adéquation avec le développement désiré des Tunisiens et répondre avec les formations nécessaires du système tertiaire. Donc cette adéquation aussi se complique davantage quand la structure industrielle est quelque part en deçà de ce que nous voulons et de ce que nous demandons. Donc le problème n'est pas toujours, disons, la qualité de l'enseignement supérieur, mais aussi il faut voir le secteur industriel qui aujourd'hui est incapable d'absorber les diplômés, bien qu'en qualité il y a beaucoup à faire. Bon, il y a la question de l'adéquation des formations, pas seulement leur qualité. Est-ce que voir un tissu industriel tertiaire qui soit au niveau des services, au niveau de la production industrielle, qui puisse fonctionner. Bon, chez nous, évidemment, ça s'est développé d'une autre manière. Bon, quand il s'agit de corriger, c'est toujours beaucoup plus compliqué que quand il s'agit de créer. Donc, parce que vous avez toute une phase de transition. Tous ceux qui ont été formés, vous en faites quoi? Et qui ne sont pas aptes à entrer dans le tissu industriel actuel. Ça, c'est un problème aussi. Et là, vous avez la question de reformer les gens, reformater des gens. Et ça, parce qu'on nous signale un nombre d'entreprises qui ne trouvent pas des gens qualifiés pour fonctionner. Ça, c'est un problème. Et ça, évidemment, ce serait un compte de dire qu'il faut importer de la main-d'œuvre en Tunisie alors qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes qui cherchent du travail. Mais c'est un peu ça. Et bon, vous avez aussi, et ça c'est encore une autre question, c'est le modèle économique que la Tunisie veut se choisir. Parce que vous avez un modèle économique qui a montré ses limites. Alors il y a toute la question de l'offshore, c'est bien, mais l'offshore a ses limites aussi. Et quel est le lien entre l'offshore et le reste de l'économie? Donc vous avez toute une question, quel est le modèle économique que la Tunisie va se choisir pour la suite des opérations, puisque vous êtes déjà en partie mondialisé, mais seulement en partie. Est-ce que ça va se poursuivre, et si oui, sous quelle forme? Et
Et puis en plus, maintenant, vous devez affronter le fait qu'en Europe, il y a une crise. Donc ça, c'est vrai. Il faut tenir compte de ça. On n'a pas besoin, ils ne vont pas tous devenir des cadres du jour au lendemain. Moi, au lycée, il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à suivre le cursus, etc. Je les dirige, j'ai une cousine qui a un centre de formation en hôtellerie-restauration, je les dirige vers ce centre. Allez-y voir. Je les encourage, il y a certains qui ont très bien réussi, qui se sont épanouis. Malheureusement, il faut remettre en question tout cela et encourager la formation professionnelle. Il y a quelques mois, j'ai assisté à une conférence, le directeur général du ministère de la formation professionnelle, il a dit qu'il a certains centres qui peuvent recevoir 10 000 apprenants et les jeunes, ce sont une formation gratuite de l'État. Ils refusent d'aller là. Et pourtant, ce sont des formations... Il faut revaloriser. Voilà, il faut revaloriser. Un changement de mentalité. Juste un changement de mentalité, il faut faire Peut-être comme en trouver des Suisse. partenariats équivalents, peut-être que Oui. justement le fait qu'il y a, par exemple, Et en Suisse et en Allemagne, ça a très bien marché. Ils font des formations par alternance. Alors là, et les gens se retrouvent aisément. Et pour les jeunes diplômés qui n'ont pas de poste, moi je suis prête. Et il faut les encourager à faire ce qu'on appelle des formations de reconversion. Il y a 10 ans, j'ai fait des formations de reconversion avec France Télécom. On a fait 3 formations, dont 2 ont été prises en charge par l'État tunisien, le ministère de la formation professionnelle. Et tous ceux qu'on a formés, ils étaient recrutés sur place. Là, ils ont fait leur stage. Et par exemple, j'ai une demande, je l'ai dans mon bureau ici, je pourrais vous montrer ça. J'ai une demande de la part d'un directeur général du CIMSP, Centre informatique du ministère de la Santé publique. Il m'a demandé à recruter 6 personnes. Il n'y a que 2 qui sont partis là-bas. Pour préparer les jeunes Tunisiens, comme l'a dit, j'ai connu un directeur au sein de la mission économique européenne. Il y a 10 ans ou 12 ans, il m'a dit, Madame Spida, vous savez, j'ai dit à mes filles, il faut être prêt à la reconversion. 2, 3, 4 fois dans la vie, parce que ce n'est pas parce qu'on a fait des études dans tel domaine, on n'a que ça à faire. On doit être prêt à se reconvertir, à prendre de nouveau... Et ça va très vite, ça évolue rapidement. Et malheureusement, les Tunisiens, enfin les jeunes d'aujourd'hui refusent mal. Ah, j'ai fait un diplôme, une licence ou un master, je veux travailler en tant que professeur ou travailler en tant que... Mais s'il n'y a pas un poste là-dedans, il faut trouver autre chose. Il faut se former et être prêt à faire n'importe quoi. Et c'est toute une mentalité à instaurer, c'est toute une conception de l'enseignement et de la formation à faire. Et il faut investir dedans. Je crois que toutes ces questions sont des questions tout à fait qui se posent aujourd'hui d'une certaine acuité, de converger vers une vision d'une société tunisienne, quelque part, parce que entre nous, ce n'est pas parce qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose qu'il va le faire. Et c'est le rôle du gouvernement de faciliter et de créer un environnement dans lequel les gens peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Le mot, je le préfère beaucoup plus en anglais, is to empower. On n'a pas l'équivalent de ce mot-là en français malheureusement, mais to empower ces jeunes pour effectivement aller dans un sens ou dans l'autre. Mais leur demander seulement, ou même les ordonner à faire ceci ou cela, même si c'est bon pour eux, ça ne marche pas. Ça peut marcher pendant une période, mais ça va bloquer après. Un gouvernement qui fonctionne convenablement est un gouvernement qui crée l'environnement adéquat pour que la société aille dans un sens bien déterminé. Mais ce sens-là et ce nouveau modèle, il doit être un bottom-up modèle et non pas imposé d'en haut. Non, pas imposé. Voilà. Donc, il faut convaincre. on n'est pas aujourd'hui malheureusement, dans cette dynamique. Mais j'espère que cette dynamique va être entamée bientôt. Ça va. Oui, je voudrais vous donner mes cartes de visite. Merci. Après l'échange. Si je l'ai. Merci. J'ai 2 cartes de visite. Merci, madame. Alors. Merci à vous. Merci, Excellence. Voilà. Merci. Merci. C'est vrai, je me disais quelque part que je connaissais le visage. Merci.
حبيبتي انت تعرف ساعات نجيب نحكي عليك ونحكي Je vous fais le tour en même temps, avant de rentrer. D'accord. Bon, ici, c'est une salle de cours. Oui, monsieur le doyen. Kemal, tu connais, non? Kemal, c'est le vice-président. Son Excellence. C'est vous qui avez eu tous les contacts En Suisse, notre ambassade, il y a dans les années 70. Donc vous êtes sur 4 étages. Sur 4 étages, voilà. C'est bon pour la santé, ça. Oui. Ici, c'est le bureau de l'AISEC, c'est l'association des jeunes diplômés du supérieur. Ils sont logés chez L'association internationale. Internationale. Ça permet des échanges. Justement. Voilà. Monsieur Maître Casson, c'est Madame Monia. Sinon, les choses se passent bien. Oui, et pour vous, la reprise des cours, pas de soucis cette année? Convenable. Il y avait deux. En avril, il y avait un peu de. Non, je crois que c'est réglé. Non, non, pas de problème. Cette année-ci, ça va. Et un peu à Jeanne-Doux, aussi, il y a eu un peu. Mais à Jeanne-Doux, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un problème. C'est les élèves bien s'inscrivent dans les masters. Ah oui. D'être là. S'il vous plaît. Je vous remercie tous d'être là pour la sélection de la convention avec notre partenaire suisse UBIS, University of Business and International School. Je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Suisse, c'est Monsieur Pierre Comberny, excusez-moi si je prononce mal. Merci. Merci d'être là, présent parmi nous, et qui encourage ce partenariat. Je voudrais remercier aussi M. Patrick Riel, le président de UBIS. Je voudrais remercier aussi M. Genel Zil, directeur général au ministère de l'Enseignement supérieur, et qui représente M. le ministre qui a un empêchement pour être là. Comme je voudrais remercier tous les présents, il y a aussi M. Quentin Mondax qui s'occupe du Business Development Management à UBIS, Mme Monia Léel qui s'occupe du côté commercial économique à l'ambassade suisse à Tunis, Sylvain Guéa, notre directeur de APBS, et aussi la présence de M. Meher Kassas, le directeur de l'école supérieure de commerce, avec lequel on a un grand partenariat en cours, et qu'on va signer, j'espère, incessamment, pour développer le partenariat public-privé en Tunisie et le partenariat sur le plan international. Alors, pourquoi faire ce partenariat? C'est pour encourager nos étudiants à connaître une autre expérience. Pour nous, c'est un grand enrichissement d'avoir des expériences de cette université prestigieuse en Suisse. Et on va apprendre énormément à travers cette université. On va recevoir des enseignants universitaires suisses qui vont assurer des cours ici à Tunis. On va faire des licences et des masters en partenariat avec UBIS. Et on va faire, pour ceux des étudiants qui désirent, la double diplomation, un diplôme tunisien et un diplôme suisse, qui peuvent avoir la barre sur place. Où chaque année, ils font une grande cérémonie pour la distribution des diplômes.
On a été invités au mois de septembre pour y aller, malheureusement on a eu des empêchements, on n'a pas pu y aller à temps. J'espère que l'année prochaine on sera présent. Et avec plaisir, Inch'Allah. Alors là, bon, donc, c'est pour UBIS aussi est partenaire d'une grande université américaine à Washington. Et j'espère qu'on développera ultérieurement cela. Alors là, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Pour Avicenne, APBS, ce qu'on cherche surtout à développer, c'est le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Pour l'employabilité de nos jeunes étudiants, et c'est pour mieux les préparer au marché de l'emploi. Et j'espère qu'ils seront à notre jour des leaders dans leur domaine. On veut développer le leadership. Et pour cela, ils doivent apprendre à travailler, à être sérieux, à persévérer. On n'encourage pas, on encourage, on exige aussi. Chaque année qu'ils fassent des stages dans les entreprises. C'est en banque et finance, ce sera au sein des banques. Cette année, on a eu des étudiants de master qui ont fait des stages dans une banque de la place, STB. Et à la suite des stages, ils doivent déposer un mémoire et ils doivent soutenir devant un jury. Donc ce n'est pas n'importe quoi, ils doivent apprendre à travailler et à être sur terrain. D'une part. D'autre part, donc on encourage tout cela. On encourage aussi, on essaie de développer des valeurs, de sérieux, de compétences, de connaissances, d'autonomie. Il faut qu'ils apprennent à être responsables. Non pas des fils à maman, des filles à maman, mais à être des responsables et des futurs leaders de la Tunisie. Et j'espère qu'à notre jour, ils nous feront honneur et honneur au pays. C'est ce qu'on cherche. Alors là, bon, durant cet enseignement, durant cet enseignement, il y aura le tutorat, l'encadrement des étudiants par des enseignants. On a recruté des professeurs permanents qui vont s'occuper de ce tutorat et de l'encadrement des étudiants. Apprendre à faire des recherches, apprendre à compter sur eux-mêmes, préparer des dossiers, etc. Donc, on a beaucoup d'ambition et j'espère qu'on va les réaliser tous ensemble, enseignants, cadres administratifs, professeurs et étudiants. Votre réussite sera la nôtre. D'accord? Et je compte sur vous pour travailler et réussir. Alors là, on a deux départements, un francophone et un anglophone. Que ce soit anglophone ou francophone, depuis 3 semaines, on a commencé des cours gratuits, pris en charge par la PBS, pour des cours d'anglais à tous les étudiants anglophones et francophones. Et ils doivent se préparer aussi à passer l'IELTS ou le TOEFL pour avoir un bon niveau d'anglais. Vous savez, la langue anglaise aujourd'hui, c'est une langue internationale. Alors là, donc, on doit être prêt à affronter cette réalité avec la mondialisation. Aujourd'hui, on est appelé à collaborer avec l'étranger, à voyager, etc. C'est bien de connaître le français, l'arabe, mais c'est encore mieux de connaître aussi l'anglais pour travailler sur le plan international. Donc, on a exigé ici que ce soit ceux qui ont choisi un enseignement francophone ou anglophone, ils font tous des cours en anglais pour mieux les préparer à suivre les cours. Bon, alors là, je vous remercie tous d'être là et je voudrais céder la parole à M. Patrick Daniel. Merci beaucoup. Merci Mme Sitna. Je être assis, c'est bien, comme ça je peux voir. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chers amis d'Avicenne et d'UBIS, d'abord je voudrais vous dire que c'est vraiment un honneur pour moi d'être à Tunis et en ces murs. Et merci beaucoup pour votre présence et pour soutenir ce partenariat. Et également tous mes compliments à toute l'équipe qui a préparé cette cérémonie. Rien qu'en entrant dans le bâtiment, c'est déjà fantastique quand on voit ça. Donc ce sera sur tous les réseaux sociaux déjà dans l'après-midi. Je voulais aussi vous dire quelques mots, pas seulement sur UBIS, mais surtout également sur ce que nous essayons de faire ensemble. Donc UBIS, c'est une université qui est basée à Genève et nous avons des collaborations dans de nombreux pays.
Ça va de l'Azerbaïdjan à l'Inde, à la Chine, à la Pologne, et il est clair qu'une collaboration comme celle que nous signons aujourd'hui va permettre également toute une série d'échanges. Mais celle-ci a une saveur un peu toute particulière parce que c'est la première que nous signons en Afrique du Nord, et donc nous espérons beaucoup. Et nous avons été impressionnés dès le départ par le professionnalisme et par les valeurs d'Avicenne, que nous partageons dans de nombreux aspects, et c'est pour ça qu'on pense que ce n'est pas simplement un partenariat international que nous signons, mais on pense qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses ensemble dans le futur. Et en réalité, le document qu'on signe, c'est fantastique, mais c'est surtout ce que nous allons en faire demain qui est beaucoup plus intéressant. Alors en parlant du rôle d'une business school, nous partageons avec Avicenne un objectif commun, c'est de préparer les étudiants à un emploi pour demain. Parce que le monde évolue tellement vite, dans des directions que personne n'aurait pu imaginer, que nous ne pouvons pas vraiment préparer nos clients à ce que le monde sera demain, mais nous pouvons les aider à évoluer quel que soit le monde professionnel qu'ils vont rencontrer. Et ça, c'est notre objectif. Trop souvent, les chefs d'entreprise nous disent aujourd'hui, alors qu'il y a du chômage dans tous les pays, on parle pas seulement de la Tunisie, mais on parle de nos pays européens, aux États-Unis, etc. Taux de chômage sont en train de croître, et pourtant, les responsables de ressources humaines dans les entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient plus importantes, on parle du même problème. Nous n'arrivons pas à trouver des jeunes qui comprennent notre environnement, qui comprennent la réalité, qui en réalité ont des problèmes de recrutement. Et ça, c'est assez étonnant quand on regarde les chiffres, mais c'est juste la réalité. On évoquait tout à l'heure dans notre discussion l'Espagne. 50% des jeunes en Espagne, entre 25 et 35 ans, sont sans emploi. On dit aujourd'hui que c'est une génération perdue. Parce que demain, même si l'Espagne va mieux, on va pas engager des personnes qui sont au chômage depuis 10 ans, depuis 15 ans. On va engager des jeunes qui sortent des universités. Et vous avez passé, je sais pas, 10 ans à l'université avec 3 diplômes et vous ne trouvez pas d'emploi. Frustration, qu'est-ce qui va se passer pour ces jeunes? Et donc notre rôle, nous le pensons tous les deux, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, dans nos formations, dans ce que nous faisons avec vous, les étudiants, d'Avicenne et d'Ulysse, c'est que nous vous préparions au mieux à ce que vous allez trouver demain dans le monde professionnel. Alors, j'aime bien les chiffres, donc je vais quand même en citer quelques-uns, mais juste pour vous convaincre de la complexité des changements qui apparaissent aujourd'hui dans le monde. La Chine aura bientôt la communauté anglophone la plus grande au monde. L'Inde a plus d'ingénieurs formés chaque année que dans tous les autres pays occidentaux réunis. Il a fallu à la télévision 13 ans pour atteindre 50 millions de personnes et Facebook a mis 2 ans pour atteindre 50 millions de personnes. L'iPhone et l'iPad, j'imagine qu'ils sont aussi populaires ici que dans nos pays européens, représentent aujourd'hui 72% du chiffre d'affaires d'Apple. Et aucun de ces produits n'existait il y a 5 ans. Les 10 jobs les plus demandés en 2010 n'existaient pas il y a 6 ans. Les 10 jobs les plus demandés aujourd'hui n'existaient pas il y a 6 ans. Donc notre rôle, si on traduit, c'est de préparer des étudiants à des jobs qui n'existent pas, à utiliser une technologie qui n'existe pas encore et à résoudre des problèmes que nous n'imaginons même pas encore être des problèmes aujourd'hui. Vous voyez la complexité de la chose. Mais beaucoup plus que du contenu, parce que du contenu, bon, on en a plein les cas. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que notre rôle et notre objectif, par le partenariat, mais aussi par ce que nous allons faire en commun, c'est d'ouvrir l'esprit des étudiants, leur donner l'envie d'aller plus loin, de les préparer au mieux aux changements que nous ne connaissons pas nécessairement encore maintenant, et de considérer les changements rapides comme un quotidien et plus comme quelque chose qui est insurmontable. Et demain, plus qu'aujourd'hui, il leur faudra sur le marché être perçu comme unique. Je parle bien de perception, parce que tout le monde a un MBA, tout le monde a des formations de qualité aujourd'hui. Si vous prenez maintenant la facilité avec laquelle on passe d'un pays à un autre, ou que la facilité avec laquelle les entreprises recrutent dans un pays ou un autre, comment se différencier, pour utiliser le terme marketing, sur ce marché. Et ça, c'est notre rôle aussi, c'est de vous accompagner dans ces changements et dans cette évolution.
Et donc nous espérons que les liens entre la Tunisie et la Suisse soient un point positif dans cette évolution. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence, pour soutenir ce partenariat, et nous sommes en tout cas très très enthousiastes à le lancer et à lancer les prochaines étapes. Merci beaucoup. Oui, écoutez, je vais procéder même d'abord. Non, mais je peux rester là. On peut mieux s'appuyer. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, je traduis les titres de l'anglais en français. La prochaine fois, je ferai mon discours en anglais, puisque tout le monde sera parfaitement anglophone. No problem. I can start now, if you wish. Bon, on continue en anglais pour aujourd'hui, d'accord? En français, je veux dire. Merci de nous avoir associés à cet événement. Nous n'avons aucun mérite. Sinon que je représente la Suisse, qui se trouve être le lieu où UBIS a ses racines, racines multiformes d'ailleurs, puisque vous êtes belge, puisque vous avez des liens avec les États-Unis, l'Inde, etc., ce qui montre bien aussi l'implantation mondiale de la Suisse. La Suisse vit par son commerce extérieur. Mais pourquoi est-ce qu'elle vit de son commerce extérieur? Parce qu'elle vit de son éducation. Et donc on revient à la case départ, l'éducation, à tous les niveaux. Je disais à Madame la Présidente, tout à l'heure, en Suisse, on n'a pas de ministère de l'Éducation. Rien contre le ministère de l'Éducation, pas du tout. On n'a pas de ministère de l'Éducation nationale, parce qu'en Suisse, l'éducation se fait au niveau des cantons. 26 cantons, 26 ministères. Et pourtant, on n'est pas beaucoup plus bureaucratique, certainement beaucoup moins bureaucratique que notre pays voisin, la France, malgré cette multiplicité de ministères de l'éducation. Pourquoi? Fédéralisme oblige, quadrilinguisme oblige, c'est normal. Et en Suisse, tout commence de bas en haut. En Suisse, vous commencez aussi bien avec la culture qu'avec l'éducation, qu'avec l'économie. Tout commence au ras des pâquerettes et monte, non pas vers le centre, parce qu'en Suisse, il n'y a pas un centre. Il y a plusieurs centres. Il y a un centre politique qui est la capitale de la ville fédérale de Berne. Il y a plusieurs centres économiques qui sont Zurich et Bâle, certainement, un peu Genève aussi, et d'autres encore. Donc en Suisse, il n'y a jamais de centre. La Suisse est un pays qui n'a pas de centre. Si on vous dit qu'est-ce que c'est être Suisse, je dirais c'est peut-être ne pas savoir ce que c'est qu'un centre. On a un centre allemand en football, qui est en général d'origine kosovare, mais bon, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas de centre à proprement parler. Quand on parle langue, c'est un des rares pays d'Europe qui ne se définit pas par la langue, qui se définit par la volonté de vivre ensemble. Donc tout ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des éléments qui sont totalement étrangers à un pays comme la Tunisie, mais d'autres qui sont familiers. Pourquoi l'éducation? En Suisse, nous n'avons pas de ressources du sous-sol. Oui, certes, il y a 2 mines de sel, ça ne mène pas très loin. Il y a de l'eau fraîche qui descend du glacier, mais on ne sait pas jusqu'à quand avec le réchauffement global. Mais on n'a pas de ressources du sous-sol. Donc les ressources, il faut les chercher hors sol, ou plutôt ici, un petit peu à ce niveau-là, entre 1,50 m et 1,85 m. C'est là les ressources de la Suisse. Et très tôt, la Suisse a dû valoriser ses ressources de multiples manières. Il est intéressant de savoir que, par exemple, l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui est la première des 2 écoles polytechniques en Suisse, les deux seules écoles fédérales, donc nationales, si vous voulez, a été créée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, est une institution d'excellence depuis toujours, qui forme des chercheurs, qui a produit plus de prix Nobel que pratiquement n'importe quelle autre institution au monde. Einstein a enseigné, entre autres, juste comme ça, en passant. Et voilà, donc on a toujours énormément valorisé ça. La structure de notre éducation est non seulement fédérale, c'est-à-dire au niveau des cantons, avec un apport au niveau de ces écoles polytechniques, mais maintenant il y a également tout ce qu'on appelle le secteur privé dans l'éducation, d'où une institution comme UBIS, c'est loin d'être la seule, nous avons beaucoup d'institutions d'excellence de ce niveau-là, que ce soit dans le domaine hôtelier, dans le domaine du management, plutôt la gestion, on devrait dire en français, et tout ça, je crois que c'est important. Alors, ce qui me réjouit particulièrement dans cette petite réunion d'aujourd'hui, et merci d'avoir organisé cette occasion, c'est qu'en ayant un partenariat privé-privé sous l'œil attentif du public tunisien et du public suisse, n'est-ce pas, je crois que ça démontre toutes les possibilités qui existent. Vous avez dit à la vitesse avec laquelle le monde change, mais il change aussi dans les connexions, dans les relations que nous faisons au point de vue humain.
parce que n'oublions jamais le facteur humain. Nous nous trouvons dans cette salle ici, c'est très important. Même si on peut communiquer avec iPad, Skype, etc. Moi, je fais ça avec mes enfants qui sont sur les autres continents, donc on parle avec Skype, c'est sympa. Mais le contact humain n'est jamais remplaçable. Donc, vous devez vous rappeler de ça aussi. C'est pour ça que ces corrélations qu'on doit établir sont également des contacts humains à travers la Méditerranée. La Suisse est au nord de la Méditerranée, elle est aussi méditerranéenne mais au sens terrestre du terme, puisqu'elle est au milieu des terres de l'Union européenne. On est aussi un pays méditerranéen de ce point de vue-là. Force un petit peu la logique. Donc on est un pays voisin de la Tunisie par définition. C'est très simple. La nouvelle géographie, voilà, il faut aussi s'habituer à la nouvelle géographie. La géographie de la pensée est très importante, parce que vous avez Avicenne comme modèle, Avicenne qui était un des transmetteurs de culture grecque au monde occidental, qui avait complètement oublié ses racines grecques, Avicenne qui était persan, évidemment, mais enfin bon, comme disait Dieu, donc peut être persan, bah, voilà, il l'a montré, et je crois que toutes ces connexions sont très importantes, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard, et la Tunisie est un pays de croisée des chemins, depuis toujours, comme la Suisse d'ailleurs. Peut-être une plus modeste échelle, on a eu moins de croisements de population, on en a eu pas mal aussi, hein, quand même. Vous avez tout vu ici, tout ce qui bouge a une fois passé par la Tunisie, un certain nombre y sont restés, et maintenant c'est impossible. Dans l'ADN d'un Tunisien, quel est le pourcentage de sang vandale, de sang arabe, de sang romain, j'en sais rien, c'est impossible de savoir. Tant mieux comme ça, vous êtes la Tunisie et vous êtes une pièce unique. Et cette pièce unique, elle va trouver son modèle à lui. Et en cherchant ce modèle, des partenariats public-public, public-privé, privé-privé, tout ça, c'est des solutions. Donc voilà, la Tunisie est un extraordinaire terreau de ressources qu'il faut maintenant valoriser. Et c'est, je crois, un de ces efforts qu'il faut réaliser à travers ce genre de partenariat. Je vous remercie, je vous félicite, je vous souhaite bonne route et je me réjouis de venir donner des discours en chinois, en japonais, en tout ce que vous voulez. Je devrais me préparer un peu, si vous me laissez 2-3 jours, ça ira. Voilà, merci beaucoup. Je cède la parole à M. Gélul Zine, directeur général au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Et merci d'être là. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Votre Excellence. Je vais aller dans le sens de son Excellence quand il parlait de la Tunisie comme étant un pays unique, et c'est vrai, c'est un brassage de beaucoup de sociétés et certainement d'ADN, et comme moi je prends la Méditerranée comme étant l'ancienne Internet du monde, nous étions et nous sommes toujours au sein de cet Internet qui a servi effectivement pour rapprocher les peuples, les civilisations et les hommes et les femmes. Je me réjouis aujourd'hui d'être parmi vous parce que cet événement montre que l'enseignement supérieur, généralement en Tunisie, se porte bien malgré tous les défis, et que voir que des institutions privées peuvent tisser dès loin avec des institutions internationales